les Qataris, quand ils viennent à Paris, c'est assez impressionnant parce que c'est des cortèges d'hypercars, même pas de supercars. En gros, si t'as pas de chiron, t'es personne. Ça m'était déjà arrivé dans un live à Monaco où il y avait une femme qui a dit « Ah, c'est mon mari avec sa maîtresse et tout. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait là ?» et tous ceux que je croise me disent la même chose. Il faut rester authentique. C'est quoi ta définition, toi, de l'authenticité ? Et combien ça coûte pour faire le plus beau rallye du monde ? On est en Italie. Ton designer est aussi celui qui a dessiné la tourbillon. Il n'y a que 40 exemplaires. Et pour que votre ami voit les 412 km/h de vitesse max sur Autobahn, vous avez un écran ici. Je suis toujours en contact avec Meta, donc quand il y a un problème, je leur dis « Ah les gars, il y a un problème et tout », et après ils disent « Non mais vous connaissez plus de trucs que nous parce que nous on a accès à rien ». Ah, parce qu'à chaque nouvelle feature, t'as l'impression qu'il y a un drop de Ouais, vue. vraiment tu le vois. Ah ouais. Déjà ce qui est important c'est de capter l'attention directement, c'est de dire de quoi la vidéo va parler dès les premiers instants. En fait les gens ils vont pas attendre 40 secondes, ils seront déjà cassés avant. Quand j'ai des périodes comme ça me remet en question et je me dis « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau ?» Pur qu'en fait ce qu'ils ont entre les mains c'est aussi une partie de leur rêve. Bon, sur TikTok ça marche pas, mais faut pas faire ça. Ah ouais. Non, C'est vrai que ta vidéo avec le fameux Zeus, il y en a une en particulier qui a fait des dizaines de millions de vues, une cinquantaine de millions. Si on n'a pas vraiment d'émotion à faire ce qu'on fait, on peut pas être authentique. Victor, merci beaucoup de venir hors champ. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir pour moi d'être là, et merci énormément. Écoute, c'est avec grand plaisir, donc on va creuser un peu ton parcours, ton contenu et tout ce que tu fais dans la vie. Parce que je t'ai appelé Victor, mais les gens te connaissent plus sous le nom de Le Driviste. C'est ça. Essentiellement sur Instagram, TikTok et un peu sur YouTube Shorts. Ouais. J'ai bien compris. Exactement. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu voudrais bien te présenter rapidement ? Moi j'ai grandi dans le nord de la France, et puis mon compte, on va parler plutôt de mon compte plutôt que de mon parcours, mais mon compte c'est plutôt l'histoire d'un mec qui aime les supercars, les voitures au global, les voitures classiques, etc. Mais qui n'a pas l'occasion d'en voir énormément là où j'habitais. Puis un jour je suis arrivé à Paris pour les études et après des beaux hôtels, des beaux endroits, il y a toujours des voitures incroyables. Tu veux dire qu'il n'y a pas de Ferrari à Calénor ? Non. C'est bien que tu connaisses. Mais ouais, non, du coup, il y a les Anglais, il y a tout ça, c'est incroyable. Mais à cette époque-là, c'était pas encore très développé. Et sinon, moi, du coup, j'ai évolué dans ça, j'ai commencé mon compte, ça a pris. Puis en parallèle, je faisais un MBA en marketing digital. Donc, je voulais tester des nouvelles choses, notamment les Reels, toutes les fonctions de Instagram à l'époque. Et ça s'est développé comme ça. Et donc, ma passion pour l'automobile commence de petit et aujourd'hui, elle est encore plus grande qu'avant parce que aujourd'hui, c'est mon métier. Tu as nourri. Ouais. On a une petite habitude ici, c'est qu'on lance les invités sur un mot et on les laisse développer. Ouais. Pour toi, on a choisi le mot vintage. Qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est très bien parce que pour moi, vintage, c'est l'authenticité, c'est le côté, pur de l'automobile parce que tout vient du vintage aujourd'hui. Ça vient de la course, ça vient des voitures, ça vient même de l'art vintage. Donc pour moi c'est un beau mot, tu vois. Et en plus de ça, j'ai une voiture vintage, j'ai une vieille coccinelle des années 60. Donc ça correspond bien. Du coup, tu as la chance aujourd'hui de vivre de ta passion, de travailler sur ta passion. Ouais. Mais c'est quoi vraiment la genèse ? Où est-ce que ça a commencé ? Je me permets d'interrompre la vidéo quelques secondes. Avec toute l'équipe Fojo, on se plie vraiment en quatre pour aller chercher les meilleurs créateurs de contenu et te proposer un podcast de qualité. Si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à nous laisser un petit commentaire et à partager à tes amis. Allez, retour au podcast. Ça a commencé. Alors ça c'est histoire un peu personnelle, mais en gros, j'ai fait un MBA en marketing digital et il fallait trouver un stage. Et c'était en plein pendant le Covid, donc je voulais pas faire un stage chez moi à rien apprendre. Donc j'ai travaillé sur mon projet. Donc mon projet à l'époque, ça s'appelait Le Drivist et j'adorais les événements automobiles, mais il n'y en avait pas vu que c'était le Covid. Du coup, je voulais faire un site qui recense les rassemblements automobiles, mais c'était vite un peu compliqué parce que il fallait faire beaucoup de modération, ça demandait beaucoup de ressources et j'avais pas forcément toutes les compétences pour le faire. Donc j'ai contacté les marques, plutôt les concessions automobiles, pour faire du contenu pour elles, parce que je savais que la vidéo à l'époque c'était déjà très important, mais c'était pas encore aussi important que maintenant. C'était il y a 5-6 ans, et même plus, c'était il y a 6-7 ans.
Et les marques m'ont toutes dit, bah non, on a déjà quelqu'un qui fait des photos, etc. Donc, je me suis dit, bah, je vais le faire pour moi. J'ai commencé mon compte, j'ai commencé à partager mes photos. C'était plus un portfolio à la base. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. J'ai rencontré les propriétaires qui m'ont montré des voitures incroyables. On a vécu des événements de fou. Et au fur et à mesure, bah, j'ai voyagé, j'ai rencontré plein de marques à l'international. Je suis allé à Goodwood, je suis allé un peu partout. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. J'ai rencontré les bonnes personnes parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est bah, par exemple quand on a un produit et qu'on le met dans un endroit où ça vaut rien parce que personne est au courant que ça vaut quelque chose, que ça a de la valeur, bah du coup, on a tendance à croire que ce qu'on fait, ça sert à rien. Mais au final, quand on a un produit qui est très bien et qu'on le met à la bonne place, bah du coup, il a de la valeur. Donc moi, ça a développé comme ça. Mais je pensais que j'allais commencer à gagner ma vie à 100 000 abonnés ou 50 000 abonnés ou un chiffre palier comme ça. Et au final, pas du tout. C'est pas une question de chiffres, c'est plutôt une question de contenu et de relation. Donc toi, tu as vraiment commencé là en te disant, bon, je suis à Paris, j'ai l'occasion de voir de belles voitures que j'ai pas l'occasion de voir ailleurs. Ouais. Et tu t'es dit, ok, je vais faire un portfolio. C'était ça le projet de base, vraiment? Ouais, ouais, bien sûr. Le projet, c'était, j'étais allé à Chantilly, concours d'art et élégance, et j'avais fait pas mal de photos. Et, euh, et c'était un peu un sursaut d'orgueil parce que tout le monde disait non, 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 on travaille pas avec toi et tout. Et je me rappelle, j'étais sur le bureau de mon grand-père à l'époque. C'était marrant parce qu'il avait son usine là et tout ça. Et le bureau était vide. Et je me dis, bon, cette photo, elle est quand même pas mal, tu vois. Objectivement, pour moi, elle était très bien. Avec du recul, bon, elle était perfectible, mais et à ce moment-là, je me dis, bon, ce serait dommage que je le partage pas. Et du coup, j'ai mis la photo. Et au fur et à mesure, c'était un compte dédié à ça, qui s'est transformé en portfolio où j'allais voir les marques en disant, bah voilà, je fais ça comme photo, est-ce que vous voulez travailler avec moi et tout ça. À l'époque, c'était pas la bonne approche, mais oui, ça a commencé comme ça. Et après, du coup, en venant à Paris, j'ai vu dans tes contenus que tu disais beaucoup que voilà, il n'y avait pas de secret, il fallait aller devant les beaux hôtels pour trouver Ouais, des ouais, belles bien voitures. sûr. Donc ça, tu l'as dit. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut voir des belles voitures à Paris? Il y a des événements automobiles qui sont très importants. Il y a Rétromobile dernièrement, qui est un très très gros événement où on peut voir des voitures. Alors après, le tout, c'est de bien se placer pour voir les voitures au bon moment. Parce que bah, il y a des fois où c'est plus intéressant que d'autres. Par exemple, quand c'est au chargement, quand c'est à la fin, quand ça vit en fait. Il y a toujours des moments où c'est un peu privilégié. Et sinon, non, pour voir des belles voitures, en fait, il faut aller dans les beaux endroits. Et bon, connaître les bonnes personnes aussi, mais ça c'est avec le temps, ça vient au fur et à mesure de rencontrer les gens, de discuter, de voir et de partager des expériences, des anecdotes, des histoires. Donc ouais, il faut aller vers les gens en fait. Mais si demain je suis un car spotter et que je me balade à Paris, je dois Ah, aller où? À part devant les beaux hôtels. ça c'est une question qu'on m'a posée et tout. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans sur ça. Au final, maintenant c'est devenu la référence parce que Je l'ai vu, mais je veux c'est des un spoilers guide, ouais, justement. c'est un guide. Et en référencement d'ailleurs, elle est très bien. Donc si tu mets ça dans l'ordre, c'est bon. Euh, Alors, il faut aller dans le huitième principalement. Dans le huitième, c'est là où il y a les plus beaux hôtels, les restaurants. C'est là où ça roule le mieux. Parce que dans Paris, c'est compliqué de Oui, il n'y a rouler. pas trop de bouchons dans le 8. Ouais, Enfin, voilà. moins qu'ailleurs en tout cas. Le dimanche, c'est parfait. Vraiment, si on peut privilégier le dimanche ou un jour où il y a un événement spécial, c'est à privilégier. Donc dans le huitième, il y a l'hôtel Bulgarie, le Georges V, le Peninsula. Peninsula, c'est pas vraiment le huitième, mais c'est à côté. Il y a le Plaza Athénée. Déjà hier, j'ai vu une DB5 verte devant, donc il y a toujours des trucs. Et en parallèle, bon, à l'époque, il y avait Place Vauban, c'était un rassemblement. Il y a à Auteuil, un rassemblement le dimanche matin. Donc il y a pas mal d'endroits où les gens peuvent se retrouver. Après, il y a Place Vendôme. Alors Place Vendôme qui sera bientôt sans voiture, donc il faut en Mm. profiter maintenant, vu qu'il y a l'hôtel du Ritz. Mm. Et donc c'est principalement près de ces endroits-là où tu vas pouvoir trouver des voitures assez rares. Et si on peut privilégier aussi vers fin août, c'est là où on va dire que c'est un bon millésime, parce que c'est là où il y a tous les Qataris qui débarquent à Paris. Et les Qataris, quand ils viennent à Paris, c'est assez impressionnant parce que c'est des cortèges d'hypercars, même pas de supercars,
Donc, en gros, si t'as pas de chiron, t'es personne. Hmm. C'est Donc, le standard de base, ouais, quoi. voilà, donc on a déjà vu 5 chirons à la suite, 5 Bugatti Chiron. Et puis leur garde du corps avec des voitures incroyables, des Rolls Cullinan, des G 6x6. Et, derrière, bah, le balai des chauffeurs avec des Maybach, Enfin, c'est assez impressionnant à voir. Et, euh, et quand tu les vois, parce que j'ai l'impression que tu les approches quand même avec une certaine facilité, que tu les prends en photo, etc. Euh, Comment tu y arrives? Parce que moi, enfin, en tout cas, moi, ça me gêne de ouf de ouais, bah prendre ouais, des ouais. photos des voitures des gens. Je pense que je n'oserais pas le faire, tu vois. Je me dirais, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Le gars, il va peut-être me regarder. Et comment tu arrives à passer cette barrière? Tu te dis, je les prends en photo et puis. Bah alors déjà, il faut savoir que bon, ils aiment quand ils se déplacent, ils font beaucoup le show, tu vois. Donc c'est un peu voulu de leur côté, mais en vrai, à l'époque, enfin il y a 2 3 ans, en fait, les gens se concentraient beaucoup sur la voiture. Quand on faisait des vidéos sur des voitures, il suffisait juste de filmer la voiture qui roule et c'était fait. Après, au fur et à mesure, il fallait filmer plus les actions, par exemple sortir de la voiture, mettre le plein, démarrer, etc. Et maintenant, c'est ce qui marche toujours. Hmm. Donc, pour faire des vidéos qui marchent, entre guillemets, il faut un peu filmer l'ambiance, tu vois, l'atmosphère, etc. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et du coup, bah, les Qataris, c'est assez facile de les filmer parce qu'ils viennent en bande. Et puis, bah, c'est des voitures tellement exceptionnelles qu'en fait, ils ont l'habitude d'être pris en vidéo ou en photo. Après, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas courir sur la route, pas prendre de risques, parce que ça, des fois, on voit beaucoup de vidéos où tu as des mecs qui courent et tout sur la route pour prendre la photo. Alors, c'est cool, mais vaut mieux éviter de se faire écraser, quoi. Hmm. Moi, j'ai une anecdote sur ça. Bon, après, c'était pas fait exprès, puis c'était à cause des travaux, mais en gros, j'avais une caméra à 360, c'était il y a 3 ans, et, j'étais en vélo et je suivais une Pagani Huayra, donc c'est un truc super rare, et c'était à Pont d'Alma, un truc comme ça. Je me retrouve à côté de la voiture et tout ça, et puis il y a une voie de piste cyclable. Donc je suis la piste cyclable et j'avais un vélo avec des pneus super fins comme ça. Donc je suis la voiture, je me dis, ah, j'ai un rolling shot de malade. Et puis j'arrive à la fin de la piste cyclable et bizarrement il y avait une barrière pour dire fin de la piste Hmm. cyclable. Donc je me dis bon, il y a un petit trottoir comme ça, je vais essayer de le passer en sautant, tu vois. Sauf que ma roue elle se prend dedans, Ouh. je tombe. Donc tout ça j'ai tout en 360. D'ailleurs ça m'a ban de TikTok parce que j'ai mis la vidéo, ils ont dit en citation la violence et tout. Mais du coup, je pars. Je me rappelle encore être en train de voler et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je sauve mon bras ou la caméra? Et je venais d'avoir la caméra. J'ai sauvé la caméra. Et Le du coup, bras est encore là, ouais, ça. mon bras il s'est retourné et tout. Ah oui, à ce point-là. Ouais, ouais. Et puis derrière, il y avait des voitures, c'était super dangereux. Et bah, je me suis relevé, mais ouais, j'avais un bras en moins, une hanche en moins et tout. Puis après, du coup, ça te fait relativiser. Tu dis, bon, pourquoi prendre des risques pour ça? Ça sert à rien. Au final, la vidéo, elle était même pas exploitable. Hmm. Mais ça me fait un beau souvenir, tu vois. Ouais, et puis tu peux le raconter aujourd'hui, c'était peut-être ça Ouais, voilà, l'utilité. c'était le but, en Hmm. fait. Mais du coup, ouais, ça, tu le classes sous le gros chapeau du car spotting, en fait. Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est d'ailleurs le car spotting? Parce Ouais, que on bah en alors, entend parler, on sait jamais vraiment ce que c'est. alors le car spotting, ça s'est beaucoup développé, mais à l'époque, c'était voir des voitures dans la rue. Donc tu te promènes, tu vois des voitures et tu prends les voitures en photo. Donc grossièrement, c'est ça. Tu te promènes dans la rue, tu vois des voitures, tu les prends en photo. Ça s'est beaucoup démocratisé parce que sur TikTok, sur YouTube, enfin sur Instagram, ça fait beaucoup de vues. Et c'est un moyen de percer qui est assez, enfin, plus maintenant, mais c'était assez facile de percer avec le car spotting parce que tu as un flux continu de voitures à filmer, donc ça veut dire contenu infini. Et bah, du coup, quand tu fais partie d'un groupe, tu as forcément toute une communauté qui se crée, et donc ça s'est beaucoup démocratisé. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu péjoratif de dire car spotting parce que bah, on a la vision des mecs qui courent, qui prennent des risques, qui sautent sur les voitures, Hmm. qui sont pas forcément respectueux. Mais il y a une grande partie des gens qui sont très respectueux. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est un peu comme ce que je fais aujourd'hui, c'est partager les voitures, ce qu'on aime et ce qui nous fait rêver. Donc voilà, le car spotting, grossièrement, c'est prendre en photo des voitures dans la rue. Aujourd'hui, c'est plutôt des vidéos, Hmm. mais ça reste assez bon enfant, tu vois. Ouais. Ok. Et en prenant en photo les voitures, tu prends aussi les gens en photo.
Tu parlais tout à l'heure de l'importance de construire des relations. Comment Ouais. tu t'y prends? Quand tu vas shooter une voiture, tu demandes l'autorisation ou tu la prends d'abord et ensuite tu essaies de parler avec la personne qui a son volant? Bon, déjà, ce qui est important, c'est de pas prendre en photo les plaques. Mm. Enfin, pas prendre en vidéo, en photo les plaques. Après, ça dépend les gens. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent ne pas voir les plaques. Il y en a qui préfèrent, enfin, il y en a qui s'en foutent tout simplement. Donc déjà, faut savoir à qui on a affaire. Après, il y a des gens qui sont plutôt sombres. Moi, j'avais fait des vidéos avec Zeus à l'époque. Ouais. Et ça avait beaucoup fonctionné sur les réseaux. Et la première fois qu'on s'était vu, il m'avait dit ouais, je peux pas prendre la voiture en vidéo et tout. Et je vois, il me regardait avec son visage et tout. Et je lui ai dit, bon, bah, je vais peut-être pas prendre de vidéo. Mais en fait, il rigolait, tu vois. Mm. Donc, faut savoir aussi à qui tu as affaire. Et sinon, bah, quand tu prends en photo ou en vidéo les gens, bah, vaut mieux les flouter parce que des fois, euh, tu sais pas qui tu as en face de toi, tu sais pas, ça se trouve, il est avec sa maîtresse. Mm. Et là, tu vas créer Mm. un scandale. Mm. Ça m'était déjà arrivé dans un live à Monaco Ah où il ouais? avait une femme qui a dit ah, c'est mon mari avec sa maîtresse et tout. Qu'est-ce Incroyable. qu'il fait là et tout. Mm. Bon, après, c'était un live, je pouvais rien y faire, Mm. mais ouais, des fois, ça peut Mm. aller loin. Mais t'es sûr que c'était la femme, c'était pas un gros troll? Non, je pense que c'était sa femme. Oh. Ah ouais, pas de bol. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est vrai que ta vidéo avec le fameux Zeus, enfin, il y en a une en particulier qui a fait des dizaines de millions de vues, une cinquantaine de millions, je crois, de Ouais, mémoire. non, il y en a beaucoup, hein. Il y en Mm. a. Au début, ça a fait 1 million, après 97, après 75, après 20, après 130. Mm. Non, ça s'est jamais arrêté en fait. Ok, parce que moi j'ai celle que t'as pin en tête, Ouais, ouais, ouais. mais Il y du en a coup, eu beaucoup. Il y en a eu c'est qui ce beaucoup. Zeus du coup? Zeus, c'est le dieu de l'Olympe. Ouais, cette réponse je l'ai vue. Ouais, Mais ouais, on non, va mais creuser je un peux petit pas peu. dire, je peux pas dire. Mais tu le connais d'où du coup? Bah, en fait, j'étais un des premiers à faire des reels et surtout à filmer les gens, mettre en scène le côté un peu, ouais, le côté mise en scène. Du coup, c'est lui qui m'a contacté pour faire des vidéos ensemble. Au début, moi, j'étais un peu réticent parce que je me dis, qui c'est, tu vois, comme toi. Parce que toi t'as eu la réponse. Ouais, ouais. Et puis en fait, non, on a fait des vidéos ensemble, ça a beaucoup fonctionné. Sur TikTok, plus sur TikTok qu'ailleurs. Et ouais, non, sinon Zeus, c'est le dieu de l'Olympe. Il vit aujourd'hui entre Dubaï, Paris, Monaco, Miami, etc. Et sa Lamborghini, c'est son daily. C'est ça qui est Ok, incroyable. il roule avec tous les jours, comme Ouais, toi et ouais, moi on vraiment. roulerait avec notre voiture. Ouais, c'est ça. Elle dort dehors même. Et du coup, ouais, en fait, il t'a contacté, vous avez commencé à créer ensemble ou Ouais. t'as créé pour lui? C'est quoi un peu le Non, style? on a créé ensemble. Ce qui est d'ailleurs incroyable, en fait, c'est que le simple fait de l'identifier en description a apporté plus de 500, 600, 700 000 abonnés. Donc c'est génial parce que il a zéro bot en fait. C'est des Hmm. gens qui viennent directement s'abonner à lui. Donc ils font un effort supplémentaire d'aller voir son compte et de s'abonner. C'est quand même assez impressionnant. Et sinon, non, on crée des vidéos ensemble. Bon, là, il est parti à Dubaï, mais on crée des vidéos ensemble. On faisait beaucoup de contenu. Voilà, c'était assez drôle. Et vous avez arrêté ou vous voulez reprendre? Bah là, déjà, cette semaine, normalement. Ah ouais, en exclu. Mais après, enfin, tu vois, c'est un artiste. Il faut trouver l'emploi du temps, faut que ça matche aussi, parce que maintenant, bah, moi aussi, je travaille beaucoup, donc voilà. Mais sinon, non, c'est toujours un plaisir. Et puis c'est un vrai acteur, quoi. Moi, j'adore. C'est vrai que même sans parler, il arrive à transmettre une Ouais, émotion, c'est ce qui est assez ouf. ouais, c'est ouf. D'ailleurs, on s'est toujours posé la question, est-ce qu'il doit parler, est-ce qu'il doit pas parler? Je pense que s'il parlait, ce serait encore plus ouf. Mm. Mais il y aurait moins ce côté mystérieux, tu vois. Mm. Je me dis, ça dépend de sa voix. S'il a une voix très aiguë, etc., c'est peut-être Non, casser le non. personnage. S'il a la voix du Non, physique, c'est c'est un bon. bon orateur. Mm. C'est un très très bon orateur. Bon, bah, écoute, tu peux peut-être tenter la voix off, du coup, la prochaine Ouais, fois. voilà, ouais, c'est Mm. ça. Et du coup, tu passes quand même assez souvent sur les réseaux, au moins une fois par jour, Ouais, peut-être même plus, ouais, des fois j'ai l'impression sur ouais, certaines des fois périodes. plus. C'est quoi ton processus créatif derrière tout ça? Euh, ben, en fait, j'ai pas trop eu le choix de faire des vidéos parce qu'en fait, j'étais à la tête de l'acquisition d'une plateforme de location de voitures et du coup, du jour au lendemain, ça s'est arrêté parce qu'il y avait plus de budget Mm. et moi, j'avais déjà pré-shot le truc, donc j'avais commencé à poster beaucoup. Je postais tous les midis pendant ma post-day, je postais 2 fois, 3 fois par jour pendant 1 an, 2 ans.
Et en parallèle, je faisais les vidéos avec Zeus. Et aujourd'hui, je poste une fois par jour, mais j'essaye de faire des trucs un peu plus complets, un peu plus quali. Parce qu'avant, c'était plus simple aussi de créer du contenu. Mais là, il y a tellement de compétition qu'il faut arriver avec un truc un peu plus travaillé, plus fini qu'il y a 2 3 ans, par exemple. Mm. Donc, le processus créatif, je planifie pas grand-chose parce que j'ai envie de garder ce côté tendance, ce côté authentique. Voilà, si je vois quelque chose qui me plaît, je vais dire, ah, je vais mettre ça en avant. Alors que si je l'avais préparé, bah, pour moi déjà, ce serait plus pertinent. Ça m'intéresserait moins. Mm. Mais du coup, non, je vois des choses dans la rue, sur les réseaux, je vois des trucs comme ça. Je me dis, ah tiens, j'ai peut-être ça qui peut fonctionner. Donc je vais dans mes archives ou dans les choses que j'ai fait récemment et je fais la vidéo et je la poste le soir même, quoi. Donc, Mm. Et tu parles d'authenticité, c'est assez intéressant parce que tous ceux que je croise me disent la même chose. Il ouais, faut c'est rester important. authentique. C'est quoi ta définition, toi, de l'authenticité dans ton contenu? La définition de l'authenticité, déjà, pour moi, c'est être passionné. Donc, quand on est passionné, on est soi-même. Donc, on est authentique. Euh, Parce que on peut pas cacher ça. Enfin, je veux dire, c'est des émotions. Si on n'a pas vraiment d'émotion à faire ce qu'on fait, on peut pas être authentique. Ou ça va se ressentir au bout d'un moment. Et pour moi, le côté authentique, c'est le côté de créer un contenu qui sera ouais, naturel, où on sera soi-même, où on va quand même essayer de faire en sorte que ça soit plaisant à regarder, parce que si c'est juste pour faire un truc qui nous fait plaisir, bah ça ira peut-être loin, peut-être pas. Mais si on essaye d'axer ça sur quelque chose qui va fonctionner plus sur les réseaux, bah du coup, il faut trouver le juste milieu. Mais le côté authentique, par exemple, moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait marqué il y a 2 3 ans. Il y a un mec qui a une Special 458 Special bleue, donc très très rare. Et il m'avait dit, il y avait Cédric Gaulet et tout ça à ce moment-là. Et bon, il était juste pour regarder la voiture, mais il était à côté. Et il m'a dit, ouais, tu vois, dans ton contenu, ce que j'aime bien, pas Cédric Gaulet, hein, mais le mec qui a la Le mec, 458. Il m'a dit, ouais, tu vois, ce que j'aime bien, c'est ce côté euh, pas naïf, mais pas naïf, pas ingénu, mais que ce côté simple. Mm. Ce côté, bah, je découvre la voiture en même temps que le moment enfin, au moment où je vis ça. Et je me dis, bah, écoute, c'est des émotions, c'est tout un feeling qu'on a. Et pour revenir à ça, en fait, les propriétaires de voitures, eux, ils ont perdu ce côté-là, en fait. Ils ont perdu ce côté euh, avoir un but à atteindre. Quand on a une voiture de rêve, on a ce but. Et du coup, ce côté authentique, il rappelle aux propriétaires de voitures qu'en fait, ce qu'ils ont entre les mains, c'est Mm. aussi une partie de leur rêve qu'ils ont atteint et qui se rendent peut-être plus trop compte à force de l'avoir, même s'ils adorent, ils Mm. apprécient et tout. Ils voient ce côté passion à travers les autres, tu Mm. Mais c'est vrai que ça, c'est marrant parce que, bon, à un tout autre niveau, j'ai un Tiguan. vois. Ouais, Quand je l'ai eu au début, j'étais trop content, la ouais, grosse ouais. tablette, le machin, les caméras de recul et tout. Et là maintenant, en fait, je monte dedans comme je monte dans Oui, n'importe voilà, ouais. quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un effet. J'ai eu aussi la chance, parce que j'ai une carrière dans l'automobile avant, de Ouais, conduire vraiment des bolides de ouf. ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'au bout de 48 heures, Ouais, c'est pas que ça te fait plus rien, c'est vrai. mais la hype, elle est tombée direct. Bah, c'est ça. Et donc, toi, tu penses que quand ils te voient arriver avec ta candeur, en fait, Ouais, c'est ça. ils se disent ah ouais, en fait, je me rappelle du rêve que j'avais moi. Ouais, exactement. Et enfin, du coup, ils t'ouvrent les accès plus facilement, ils t'aident peut-être à trouver des angles créatifs et tout. Euh, alors, les angles créatifs, bah, c'est plutôt improvisé, tu sais, c'est sur le moment. Mm. Après, ça, c'était plutôt à l'époque parce que tout ce que tu faisais, c'était partager simplement. Tu vois, tu faisais limite une story, ça fonctionnait. Aujourd'hui, il faut mettre un peu plus en scène, etc. Mais oui, en fait, je pense que c'est cet axe-là qui fait que ça ouvre plus de portes parce que déjà, si tu es respectueux, si tu vas pas être trop rentre dedans, tu vois, ça veut dire si tu vas pas forcer pour faire un tour ou des trucs comme ça, Mm. bah les mecs qui ont des voitures comme ça, en fait, ils vont sentir et ils vont se dire, bah écoute, ouais, faut que je te fasse découvrir ça parce que moi j'ai perdu ce côté flamme, Mm. même si bien sûr c'est un plaisir hein, quand tu as une 458 ou un truc comme ça, tu la redécouvres à chaque fois que tu la conduis, mais tu as moins ce côté neuf, tu vois. Mm. Et quand tu prends quelqu'un avec toi qui vit un rêve, bah tu te dis, ah ouais, en fait, ce que j'ai, c'est quand même un rêve, tu vois. Mm. Et quand tu shootes une voiture, tu as une espèce de trame dans ta tête parce qu'au final, Ouais, bon, bah, tu dis 3 quarts avant, tableau de bord intérieur, ouais,
échappement, voilà, et les trucs un peu clés, le volant. Ouais. Mais est-ce que toi, tu as une trame dans ta tête ou est-ce que tu vas, tu réinventes la roue à chaque fois? Bah alors déjà, ça dépend de l'environnement. Par exemple, quand tu es sur un salon, quand tu es un lever de soleil, par exemple, ça n'a rien à voir. Hmm. Après, la voiture, ça dépend, parce que des fois, tu as des voitures avec plus de détails, moins de détails, plus de choses à dire, plus de... Enfin, il y a un axe, tu vois, par voiture, il y a un axe à prendre. Mais moi, ce que je développe là depuis 5 mois, c'est d'avoir une vraie charte sur quoi dire, préparer, etc. Donc il faut que ça reste un peu improvisé parce qu'il faut quand même que tu découvres les choses pour garder ce côté authentique, justement. Parce que si tu arrives et que tu es déjà blasé, tu connais déjà tout, ça sert Hmm. à rien. Mais il faut quand même savoir de quoi tu vas parler. Parce que tu peux pas arriver comme ça et dire ouais, alors c'est possible, hein, mais tu peux pas dire oui, la voiture est verte, les gens sont comme ça, les trucs sont comme ça, elle a un échappement, elle est comme ça. C'est bien, mais au bout d'un moment, tu vois, les gens vont se lasser, donc Hmm. il faut aussi innover un peu. Donc tout ça. Et plus tu t'entraînes et plus tu fais, plus tu as de facilité à le faire. Donc à la fin, c'est presque automatique, tu vois. Donc, ouais, tu es toujours un peu tiraillé entre la spontanéité à 100% et le fait de te renseigner un peu quand même avant Ouais, d'y bien aller sûr. pour pas, pour que ça Bah rentre bien, quoi. ouais, et puis il y a plein de... Alors, soit... Enfin, la meilleure chose à faire, c'est de saigner un concept. Hmm. C'est-à-dire, tu as un concept, tu fais toujours la même chose, et l'algorithme, il va comprendre ce que tu fais et il va te mettre en avant. Ça, c'est le meilleur truc. Hmm. Après, moi, je me lasse beaucoup. Ça veut dire, j'aime bien tester des nouvelles choses. Euh, quand on me donne des challenges, par exemple, je sais pas, on me passe une montre, j'ai envie de faire une vidéo sur une montre, j'ai envie de voir ce que ça peut faire, tu vois. Et du coup, bah, moi, j'aime bien tester plein de choses. Donc, il y a des trends, des trucs un peu plus marrants, des vidéos un peu plus cinématiques, parce que j'adore les vidéos, j'adore les caméras, j'adore Hmm. tout ça. Donc il faut être aussi un peu curieux. Hmm. Donc ça c'est bien parce que tu vas pas lasser ton audience à faire toujours le même contenu, mais l'algorithme te mettra peut-être un peu moins en avant sur certains contenus parce qu'il va pas comprendre le lien Hmm. entre ce que tu as fait avant et maintenant. Tu penses qu'il y a un vrai lien pour l'algo entre tes concepts passés, tes concepts futurs et la cohérence entre tout ça? Ouais, Ok. exactement. Je pense que je pense que déjà si tu fais toujours la même chose, c'est mieux. Mais pour le côté challenge, être sain, tu vois, Hmm. sur le contenu, je préfère faire plein de choses. Hmm. Et c'est quoi la part pour toi entre les concepts ou les formats Ouais, qui bougent jamais, donc qui sont ta signature, ouais. et le spontané? Les concepts qu'il faut continuer, je pense que c'est les présentations, parce que ça, c'est important, tu vois. Moi, enfin, maintenant, je fais beaucoup de présentations. Après, il y a le côté plutôt enfin, moi, j'aime bien le côté authentique, en fait. Donc, c'est-à-dire, quand je vais à un événement, j'essaye de filmer des choses qui vont faire parler. Donc, ça peut être rencontrer Horacio Pagani, ça peut être, je sais pas, j'ai mangé avec Christian Koenigsegg ou des trucs comme ça. Et ça, c'est des choses un peu waouh que tu mets en avant et tu te dis, bon, ça, ce serait dommage de s'en séparer Hmm. sur son contenu parce que c'est Hmm. des choses tellement uniques à partager qu'il faut continuer, tu vois. Après, les présentations, c'est toujours. Et après, il y a les trends. Donc, les trends, c'est bien, mais il faut ajouter sa touche personnelle euh, à garder aussi, tu vois. Donc, Hmm. après, il faut avoir une cohérence de contenu, un rythme, garder ce rythme, en fait. Ouais. Et est-ce que quand tu crées un contenu, en premier lieu, tu le crées pour toi ou tu le crées pour la communauté? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, il y a des choses que j'aime bien faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu tout, tu vois, toutes les vidéos cinématiques, les vidéos où tu vas voir le bruit de l'échappement, Hmm. tu vas voir peut-être un peu de drift. Bon, sur TikTok, ça marche pas, mais il faut pas Hmm. faire ça. Ah ouais? Non, non, tu te fais Ça ban. bloque direct? Ah ouais, te ban. Hmm. Tu ne peux rien faire de Hmm. spécial sur TikTok. C'est comme en télé, quoi. T'es bloqué. Ouais, ouais, vraiment. Mais rien que de filmer comme ça, tu tiens ton volant et tu filmes, c'est Hmm. mort, t'es ban. Ouais, c'est le code de la route, etc. Ouais, ouais, si tu conduis, tu regardes la caméra, ban. Hmm. Non, c'est L'algo est compliqué. surentraîné, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Hmm. Il vaut mieux faire des trucs un peu toujours la même chose sur TikTok. Par contre, sur Insta, c'est bien, tu as une certaine liberté. Après, tu es dépendant de l'algorithme, des mises à jour, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu as comme matériel pour filmer? Parce qu'avec les années, on a quand même vu une grosse amélioration de la Ouais, plein de qualité à tout trucs. niveau, son, lumière, caméra. Ouais, Donc, bah, comment tu te gères sur la partie équipement, sur la partie équipe? Enfin, tu es tout seul, vous travaillez à plusieurs. Enfin, je sais que tu as une agent déjà. ouais. Donc, c'est quoi l'équipe, le driviste? On travaille à deux.
Et moi, je fais le montage, je fais quasiment tout. Après, mon agent qui s'occupe de vraiment toute la partie organisation, les mails, les partenariats, etc. Donc, ça, je fais totalement confiance. Après, sur la partie montage, plutôt technique, ce que je vais poster, ça, c'est moi. Après, ça, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est t'as quoi comme caméra et tu conseilles quoi comme caméra pour commencer? Moi, je pense que une des meilleures caméras, bah, c'est celle-là, c'est la Sony, la petite Sony A6700, c'est ça que t'as? Je sais pas. Faudrait demander à Julien. Ouais, Julien. c'est ça. Oui, c'est Bah, ça. Julien dit que c'est ça. ça, pour moi, c'est une des meilleures caméras. Mm. Après, si je dois donner un conseil, c'est la meilleure caméra, c'est l'iPhone. Mm. Parce que, ou peut-être un autre téléphone, mais moi j'ai ça. Parce que, en fait, c'est tellement portable, il n'y a pas besoin de réglage, tu peux presque tout faire avec. Et ça, c'est un gros plus quand tu dois aller vite et quand Mm. c'est improvisé. Après, quand tu dois faire des trucs un peu plus quali, et ça, les marques aiment beaucoup parce qu'elles n'ont pas forcément envie que ce soit toujours un peu à l'arrache, bah là, il faut prendre plutôt une caméra ou alors le DJI Osmo Pocket 3. Bien sûr. Tu vois, des choses comme ça qui sont très mobiles. Je vois pas ce que c'est. Mais tu veux Ouais. bien préciser peut-être pour l'audience? Bah, un DJI Osmo, en gros, c'est une caméra. En gros, tu vois, les drones, les petits Oui. drones, Oui. ils ont une petite nacelle. Ouais. Et avec cette nacelle, ils filment. En gros, ils ont enlevé la nacelle des drones et ils l'ont Ok. mis sur un manche. Ok, je vois. Donc, en Ouais, fait, tu as une caméra stabilisée sur un petit truc que tu tiens comme ça. Et ça fait des super images. Et c'est assez portable. Mhm. Donc, quand tu dois faire des vidéos et que tu n'as pas envie d'être chargé, un truc de fou, bah, il faut privilégier des trucs légers, petits et avec une bonne qualité. Donc, je pense que l'iPhone, c'est le mieux. Après, j'ai un caméscope de ouf pour filmer super loin et tout. Mais ouais, en fait, faut pas s'encombrer, quoi. Mhm. Faut prendre un iPhone et une petite Y aller, caméra. quoi. Mm. Et tu disais qu'il y a quasiment aucun réglage. Enfin, tu vas dire que je suis bête, mais moi j'ai découvert allez, peut-être l'année dernière qu'en fait il fallait se mettre en 4K à 60 IPS sur son iPhone pour avoir une qualité bien meilleure. Ouais. Alors c'est quoi les réglages de base si tu veux filmer avec un iPhone? Bah, je pense que c'est ça, hein. C'est Mm. 4K, 60 ou 30 images secondes, tu choisis. Mais ce qui est génial avec l'iPhone, c'est que tu peux même mettre des filtres. Tous les mecs qui font des vidéos de voiture, ils mettent des filtres polarisants Mhm. pour enlever les reflets sur les vitres, la carrosserie, etc. Donc ça, c'est à privilégier. Après, 4K, 60 images secondes, tu fais des miracles. Si vraiment tu veux aller encore plus loin, mais alors là, il faut avoir beaucoup de stockage, tu peux aller en ProRes. Mhm. Donc ProRes, c'est un format de vidéo qui est géré par Apple et qui permet d'avoir beaucoup de couleurs, très peu de compression dans la vidéo, mais du coup, c'est archi lourd. Mhm. Donc si tu dois faire une vidéo de 10 secondes, ça peut facilement faire plus de 3 gigas, un truc comme ça, donc c'est beaucoup, tu vois. Mhm. Et après avoir filmé, il faut passer à la partie montage. Et j'ai l'impression que c'est limite le plus important pour que ça Ouais, fonctionne sur les réseaux. ouais, Comment tu t'organises? Est-ce que tu as des tips à partager sur, je ouais, sais bien pas, les sûr. premières secondes qui doivent être punchy? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, ce qui est important, c'est de capter l'attention directement, c'est de mettre enfin, de dire de quoi la vidéo va parler dès les premiers instants. Parce que sinon, bah, en fait, les gens, ils vont pas attendre 40 secondes, ils seront déjà cassés avant Hmm. pour voir de quoi tu vas parler. Donc ça, c'est important. Après, le montage, moi, je le fais beaucoup sur des logiciels de montage. Tu vois, il y a DaVinci, il y a Final Cut, il y a Premiere Pro, qui sont les principaux. Et tu peux aussi faire sur CapCut, c'est très très bien avec l'iPhone. Moi, j'aime beaucoup le faire sur ordi, ça me donne plus de liberté et j'ai l'impression que c'est un peu plus quali. Mais sinon, tu fais ton montage et il faut être très dynamique, mettre des zooms, des animations, mais il faut pas trop en mettre. Il faut trouver le juste milieu pour garder ce côté authentique aussi. Et le juste milieu, il est mathématique, c'est-à-dire, je sais pas, faut un petit coup de montage de 3-4 secondes ou c'est vraiment du feeling? Ah, c'est du feeling. En fait, c'est du Ouais. feeling parce que par exemple, tu peux avoir une vidéo que tu vas couper à 0,8 secondes dès le début. Et sur une autre vidéo, tu vas faire la même chose et tu vas dire, ah non, ça coupe trop tôt, Ouais, ça marche pas. Ouais. tu vois. Hmm. Et du coup, il faut garder ce côté. Ouais, en fait, c'est du ressenti. Si toi, tu penses que ça rend bien, voilà. Mais Hmm. après, tu peux la faire regarder par quelqu'un d'autre, tu vois, et Hmm. demander un avis. Moi, je demande beaucoup l'avis aussi avant de mettre des vidéos, mais pour voir si ça fait pas bizarre, si c'est bien fluide ou des trucs comme ça. Mais non, en fait, c'est beaucoup de feeling, en fait. Hmm.
Et après, sur la partie vraiment distribution, parce que du coup, il faut que tout ça soit vu, il y Mm. a un gros débat sur les heures et les jours de publication sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression, depuis toujours. Bah, Et- moi, je trouve pas. Ah ouais? Ouais. Moi, on m'a toujours dit, enfin, il y a quelques années, on me disait, ouais, 17h, 18h. Après, on m'a dit, non, c'est mieux tôt le matin. En Ouais. fait, à midi, c'est mieux. Donc, bah, maintenant que j'ai un expert en face de moi, je peux pas te poser la D'experts. question. C'est- Quelle est la meilleure heure, le meilleur jour pour. Est-ce que ça Ben, dépend des réseaux? il Est-ce y a que c'est. beaucoup de spéculations sur l'heure, sur les hashtags, Hmm. sur tout ça. Bon, euh, alors après, c'est bien qu'on en parle parce qu'il n'y a pas longtemps, en fait, Instagram ou même TikTok, enfin, plus Instagram parce que c'est il n'y a pas longtemps, ils ont mis en place un côté moteur de recherche. Donc, en fait, c'est plutôt les mots-clés qui vont jouer plutôt que les hashtags ou l'heure de diffusion. Parce que ta vidéo, elle peut mettre du temps à monter, mais si elle est bien, ils vont calculer ça avec le nombre de partages, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de temps que tu as passé à regarder la vidéo. Est-ce que tu as regardé quand tu es tombé dessus, est-ce que tu as regardé au moins 3 secondes, tu vois? Donc, à partir de ça, déjà, tu sais si ta vidéo est bien ou pas. Après, sur l'heure de poste, moi, je poste beaucoup à 21h30. C'est un peu tard. Mais en fait, je vois pas trop de différence entre poster à 15h, 21h30, etc. Je vois pas trop. Les hashtags, c'est pareil. Des fois, t'en mets, des fois, t'en mets pas. Ça change absolument rien. Moi, j'en mets quand même pour orienter un peu euh, l'algorithme. Mais des fois, j'en mets pas et ça marche aussi bien. Donc, c'est un peu, Hmm. tu vois, c'est un peu subjectif. Ok. Donc, je pense que ce qui est le plus important, en fait, c'est est-ce que ta vidéo est intéressante? Est-ce qu'elle capte bien l'attention? Et est-ce que les mots-clés que tu as mis dedans, ils correspondent bien à la vidéo? Par exemple, si tu parles de, je sais pas, une Bugatti et que tu mets la Tesla Model 3, bah, l'algorithme, il va peut-être comprendre au bout de quelques jours que tu parles d'une Bugatti parce que dans les commentaires, les gens auront parlé de ça. Hmm. Mais sinon, non, tu vois. Donc, il faut bien orienter aussi. Ok. Et tu postes à chaque fois à la mano à 21h30? Ou est-ce que tu as Ouais, un calendrier éditorial avec un metricool, un buffer non, ou quoi? Non? ouais, je Tout à la main? totale maîtrise. Ok. Ouais, j'aime pas. Déjà rien que de me connecter à Facebook pour regarder les stats. Déjà rien que ça, j'ai l'impression que ça me fait cracher le compte. Hmm. Même en parlant avec Meta, des fois ils te disent qu'il vaut mieux pas se connecter sur d'autres plateformes, même la leur, tu vois. Hmm. Donc moi je fais tout à la main, je suis un peu superstitieux. Hmm. Et tu sais, des fois je me dis, ah ouais, si je mets pas à 30 piles, ça marche pas, ou des Ouais. trucs comme ça. Hmm. Mais non, en fait, je fais tout à la main. Alors, des fois, tu oublies des trucs. Hein. Des fois, tu oublies la musique. Des fois, tu fais une faute, tu dis ah, mais. Hmm. Ou alors, des fois, tu sais, sur la miniature, il y a des problèmes ou des trucs comme ça. Quand il n'y a pas de réseau, c'est super chiant parce que du coup, ça upload en qualité super mauvaise. Même si tu as mis le truc pour cocher, même si tu as coché le truc pour dire je veux exporter en meilleure qualité. Hmm. Donc, en fait, c'est un peu. Faut pas être superstitieux quand tu Hmm. postes, quoi. Ouais. Mais du coup, même Meta t'a dit que vaut mieux poster comme ça et pas passer par des logiciels tiers ou leur Ouais, il plateforme. conseille, ouais. Ok. Ouais. Pourquoi ça ferait baisser le reach Ouais, plus loin, c'est ça? c'est ça. Et en fait, non, il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est quand tu postes sur. Enfin, de ce point de vue-là, c'est plutôt logique, mais quand tu postes sur Facebook, tu peux pas mettre les musiques. Ok. Donc, les musiques qui sont en tendance ou des trucs comme ça joue beaucoup. Parce que si ta vidéo remonte beaucoup dans cette section musique, ça veut dire qu'elle est pertinente. Mhm. Donc, ils te mettent plus en avant. Il y a certaines musiques qui ont plus, enfin, qui font plus d'engagement que d'autres, tu vois. Ok. Donc quand tu postes sur Facebook, par exemple, t'as pas accès aux musiques et du coup, enfin encore moins quand tu as un compte pro et du coup bah tu apparais moins dans les recommandations. Parce que les musiques, tu les mets pas en dur dans ta vidéo. Tu les importes toujours après. Ouais, c'est ça. Ok. En gros, je mets ma bande son et après je mets la musique et j'ajuste le volume parce que des fois, enfin, faut pas que ce soit trop fort par rapport Hmm. à ce que tu dis, tu vois. Ouais. Ok. Et là, tu parlais, bon, on parlait du reach, on parlait des chiffres, etc. C'est quoi ta relation aux statistiques, toi? Est-ce que tu regardes tout le temps? Est-ce que tu n'arrêtes pas d'actualiser? Ou est-ce que tu arrives à avoir un peu de détachement? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois et des fois c'est bien. Hmm. En fait, c'est bien quand ça va pas trop. Euh, alors, moi, je suis toujours en contact avec Meta. Donc, quand il y a un problème, je leur dis, ah les gars, il y a un problème et tout. Et après, ils disent, non, mais vous connaissez plus de trucs que nous parce que nous, on n'a accès à rien. Donc, tu vois. Mais non, en gros, le problème, parce que moi, je suis principalement sur Instagram, TikTok aussi, mais Instagram fait beaucoup, beaucoup de mises à jour.
Et ça joue beaucoup sur la visibilité. Donc, quand je poste un truc et que tu vois que ça marche pas, du coup, tu vas dire, ah, il y a un truc qui va pas et tout. Mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Est-ce que c'est la vidéo? Enfin, est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est le temps de vidéo? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la description? Est-ce que c'est toi, tout simplement? Est-ce que t'es finito? Ce qui peut arriver. Du jour au lendemain. Mais non, du coup, tu te remets en question. Donc moi, par exemple, quand j'ai des périodes comme ça me remet en question et je me dis, ah, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau? Mm. Et donc ça, c'est génial parce que tu te remets en question, tu dis, bon, si ça marche pas, bah, j'ai rien à perdre à tester autre chose. Et des fois, en testant autre chose, tu découvres un contenu qui est très bien, tu vois. Enfin, un concept qui peut être très bien pour ton contenu. Donc, c'est assez bien. Par contre, c'est un peu frustrant parce que tu te disais, putain, je fais tout ça pour ça Mm. et ça marche pas. Donc non, c'est assez frustrant. Surtout quand tu as des marques derrière qui tu dois rendre des comptes Mm. et tu vas pas leur dire non, mais c'est méta, ils font une mise à jour, Ouais, c'est vous pas ma faute. comprenez, c'est pas le contenu, c'est méta, non, non, non. Mm. Ils vont dire non, mais on s'en fout, tu vois. Nous, on a payé pourtant. Voilà, donc bon, et alors après, je sais pas, j'ai une bonne étoile, j'ai beaucoup de chance, mais à chaque fois, il y a des stats de ouf quand je fais des partenariats avec des marques. Oui, je peux confirmer. Ouais, vraiment, mais du coup, j'ai une bonne étoile. Mm. Mais du coup, oui, même quand ça marche un peu moins bien, il faut cravacher plus. Mm. Et du coup, ça peut être vachement éprouvant parce que mentalement, en fait, tu as envie de faire plus, tu vois, tu as envie d'être... Par exemple, moi, si ça marche pas, je me dis, bon, c'est pas grave, je mets 5 10 vidéos, j'en ai rien à faire, tu vois. Là, tu veux rattraper le truc Ouais, coûte que mais coûte. ça marche pas comme ça, en fait. Mm. Il faut accepter. Mais c'est difficile. Tu vois, c'est un peu comme un joueur qui perd l'argent qui vient de jouer. Mm. Bah, il a envie de remettre sa mise Mm. pour récupérer, tu vois. Mais peut-être qu'il peut perdre 2 fois plus. Ouais. Donc, faut faire gaffe. Mm. Donc, voilà, c'est ce cercle vicieux il faut pas tomber dedans, tu vois. Et quand tu parles d'être en relation avec Meta, je pense que pour le commun des mortels, c'est genre inimaginable, parce qu'ils répondent jamais à rien, tu sais même pas comment Non, les non. contacter. C'est quoi, t'es dans un programme de créateur? C'est quoi Ouais, en fait, l'accès? en gros, bah, alors déjà, rien qu'avec la certification Meta, tu as accès à enfin, tu peux faire ta demande de service, etc. Donc, ça, c'est top. Après, ben, du coup, j'ai des contacts qui peuvent m'aiguiller sur certains, pas contenus, mais parce que tu vois, eux-mêmes ne savent pas. Enfin, je veux dire, ils ont pas une fiche technique avec, tiens, les vidéos de 37 à 45 secondes vont mieux marcher que celles de 18. Mm. Tu vois, ils le savent pas. Par contre, ils peuvent te dire, ah, bah là, on va mettre en avant une fonctionnalité IA. Donc, ça peut être intéressant de tester plus de mots-clés je sais pas, sur ce que tu es en train de faire, tu vois. Donc après, enfin, c'est assez subjectif, pareil, parce que en fait, faut essayer. Est-ce que le contenu long va mieux fonctionner que le contenu court, etc. Donc voilà, faut essayer. Après, chez Meta, ils sont plutôt là si tu as un vrai problème, genre tu perds ton compte, tu te fais hacker ou des trucs comme ça, ils seront là. Mais après, t'as un crash de contenu, eux-mêmes, ils savent pas qu'il y a cette fonctionnalité en A/B test Mm. qui va émerger dans quelques jours. Mm. Sachant que moi, je vois, t'as un drop de vues et 2 jours après, t'as, je sais pas, une fonctionnalité. Là, dernièrement, c'est en gros, t'as les j'aime. Donc, tu peux voir Mm. les j'aime des gens que tu suis, Ok. tu vois. Mm. Et donc, ça vient directement toucher à la recommandation, du coup. Mm. Et bah, du coup, tu dis, bah voilà, bah, c'était pour ça. Parce qu'à chaque nouvelle feature, t'as l'impression qu'il y a un drop Ouais, de ouais, vue. vraiment, tu le Ah vois. ouais. Bah, quand tu postes tous les jours, en fait, tu vois, tu comprends, en fait. Tu comprends ce qui. Enfin, par exemple, là, en ce moment, je sais que les vues, ils montent un jour après, tu vois. Alors qu'il y a 3 mois, ça montait dans l'heure. Mm. Ouais, c'était Tu quasi vois? immédiat. Tu savais Donc tout de suite si voilà. ça allait péter ou pas. Mais Ouais. avant, c'est pareil, c'est autre chose. Et Mm. peut-être que quand la vidéo sortira, je sais pas quand, Mm. et ben, ce sera encore autre chose. Mm. Donc il faut toujours rester un peu vigilant et prendre du recul en se disant, bah non, le contenu a toujours fonctionné. Peut-être que cette fois-ci, c'est un peu raté parce que le contenu est peut-être un peu moins bien. Mais il y a aussi une partie bah, c'est l'algorithme en fait qui décide Mm. ce qu'il met en avant. Donc s'il a envie de mettre en avant des gens qui parlent ou s'il a envie de mettre en avant des trucs un peu plus expérience, bah il fera ça, tu vois. Mm.
Donc après, c'est à toi de tester pour trouver le truc qui marche. Ça a l'air quand même très opaque, les algorithmes Meta. J'ai Ouais, l'impression que même chez Meta France, ils n'ont pas d'infos. non, Donc il y a non. quelques initiés quelque part dans la Silicon Valley qui savent Bah, c'est la ça. tendance du moment. Et puis surtout, c'est de la B-test. Donc en fait, toi, ça peut fonctionner, toi, Mm. ça va pas fonctionner. Moi, là, je suis content parce que, enfin, moi, je conseille de faire les mises à jour Instagram. Mm. Parce que même moi, alors que j'ai les mises à jour automatiques, ça se fait pas automatiquement, tu vois. Et par exemple, je sais pas, il y a 2 jours, je vois que ça chute ou ça monte. Mm. Bah, je regarde et je vois qu'il y a une mise à jour à faire depuis 2 jours. Ok, parce que ça aussi. En fait, Oui, oui, parce que les nouvelles features arrivent forcément des oui, mises à voilà, jour, c'est pas ok. tu vois. Moi, Mm. j'ai toujours pas le feed en 9.16, là, tu sais, Ouais, je l'ai toujours pas. ok. Et Donc, tu vois, il y a tu des sais pas trucs. quand tu l'auras non plus. Non, Ouais, c'est ça qui est fou avec Meta, c'est fou, hein. on verra. Ouais. Et peut-être que quand j'aurai, Mm. marchera encore mieux ou moins bien, ou peu importe. Mm. Mais du coup, voilà, il faut rester vif, tu vois. Bien alerte. Ouais, alerte. Mm. Et tout à l'heure, tu parlais des collaborations commerciales. Comment tu fais pour monétiser ton audience et tes contenus, etc. Parce qu'on sait que sur YouTube, les Ouais, youtubeurs ils sont payés au RPM, bien donc aux sûr. 1000 vues, ils ont une rémunération. Parce que j'ai l'impression que tu peux avoir 3 millions de followers sur Instagram ou sur TikTok. Bon, TikTok, même si c'est un peu différent. Ouais, Parlons d'Insta. ouais, Tu as 3 millions de followers sur Insta, tu peux faire 20 millions de vues par mois. ouais, Bah, tu touches zéro de ces vues directement. exactement. Donc, comment tu fais pour vivre de ça? C'est la difficulté et c'est aussi pour ça que moi je pensais que avec 100 000 abonnés ou Mm. 50 000 abonnés à l'époque, Ouais. j'allais gagner ma vie, alors que pas du tout. Encore une fois, c'est les relations, c'est connaître, tu vois, les bonnes marques qui veulent mettre en avant tel ou tel produit. Donc ça peut être présenter une voiture, ça peut être faire du contenu pour une marque, donc comme une société de production, qui est au final mieux parce que toi tu apportes ton savoir-faire en disant bah voilà, moi je sais faire des vidéos organiques qui fonctionnent parce que j'ai compris un peu comment ça fonctionne sur les réseaux en termes de watch time, d'animation, etc. Et donc tu produis ce contenu ou alors tu mets en avant un produit, euh, une voiture, une expérience, un rallye ou un événement. Mm. Donc voilà. Et comment ça fonctionne pour toi pour trouver ces partenaires? Tu vas aller chercher proactivement ceux Bah qui viennent te alors, voir? au début c'était moi qui allais vers eux parce que bah, quand tu vas vers une marque, enfin, ça tombe pas du ciel en fait, hein. Généralement, ils te connaissent parce qu'ils ont vu un tel travailler avec toi. Et au fur et à mesure, bah, ça augmente, tu prends de la notoriété, tu es un peu plus crédible aussi dans ce que tu fais. Et du coup, bah, les marques disent, ok, ce serait cool que, je sais pas, ils fassent un contenu sur telle ou telle voiture et qu'on puisse derrière réutiliser certains assets, enfin certaines vidéos pour nos réseaux, pour ouais, faire du contenu pour nous. Donc non, maintenant les marques viennent plutôt vers moi. Et j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Même si bah, du coup il faut tout traiter, il faut mesurer le pour et le contre, parce qu'il y a des choses que moi j'ai pas envie de mettre en avant et que je mettrai pas en avant parce que ça me correspond pas, même si le produit est très bien. C'est Mais très intéressant ça. C'est quoi tes critères pour dire oui ou non à un partenariat du coup? bah, mes critères, c'est est-ce que déjà, est-ce que ça me plaît et est-ce que les gens qui me suivent, j'essaye de me mettre à la place des gens qui me suivent, est-ce qu'ils aimeraient voir ça? Par exemple, dernièrement, j'ai fait un partenariat avec Lego pour les F1. Ça a très très bien marché, mais c'est en partie grâce au produit, tu vois. Il y a le contenu qui va mettre en valeur le produit, mais si le produit est bien, forcément ça va fonctionner parce Mm. que l'audience qui te suit, bah, elle a envie de voir ça. Donc, on va dire, c'est gagnant-gagnant pour la Mm. marque, pour toi, pour les gens qui te suivent et qui ont envie de voir ça. C'est top. Par contre, il y a des produits qui sont un peu plus compliqués. Et moi, je suis dans une niche qui est un peu plus prestige et haut de gamme. Donc, il y a des choses que, un peu AliExpress ou des trucs comme ça, qui sont très bien, tu vois, qui toucheront une audience très large, mais qui peuvent pas être en lien avec l'automobile de luxe ou classique, tu vois. Mm. Ou même les expériences que je fais, les événements ou les trucs comme ça. Donc tu veux bien rester à chaque fois aligné avec les images que tu présentes. Ouais, Donc tu essaies d'avoir des partenariats qui sont premium et qui bien répondent un sûr. peu à cette niche-là. Ok. C'est beaucoup plus contraignant parce que du coup, tu vas chercher les meilleurs en fait, hein. Mm. Ils sont très sollicités et il y a beaucoup de demandes pour travailler avec ces personnes-là. Mais il faut être confiant dans son produit. Donc
Après, c'est un juste milieu et il Mm. faut avoir un peu de chance. Et pour l'instant, j'ai un peu de Ouais, chance, donc ça, ouais, c'est top. Espérons que tu continues à avoir beaucoup de chance. Je Ouais, le souhaite en tout cas. ouais, Et il y a un fléau qui sévit dans l'automobile de luxe et même dans les marques de luxe en général. Je le connais très bien pour avoir été un peu des deux côtés. C'est le non, mais tu te rends compte, on est telle marque, on t'invite à tel endroit, donc c'est pas rémunéré. ouais, C'est extrêmement répandu, ouais, et d'autant plus avec les Instagrammeurs que les autres, j'ai bien sûr. l'impression. Ouais. C'est quoi ta relation à ça? Comment tu arrives à gérer ce genre de demande? Ben, au début, tu es obligé d'accepter. Et en fait, certaines marques, et principalement françaises, Mhm. parce qu'à l'international, ils voient tout de suite le potentiel. Mhm. Quand je pense notamment aux États-Unis, enfin, après, tu travailles pas trop avec les. Enfin, je peux pas trop travailler avec les États-Unis à cause des visas et tout, mais c'est quand même plus simple, tu vois, de travailler avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec l'Italie, avec des grosses marques qui ont compris l'intérêt de ça. Après, des marques qui vont te dire ça, généralement, c'est des marques qui ont à la tête des gens qui veulent pas donner de budget. Mhm. Et ces gens-là, ils sont un peu old school généralement, ou ils voient pas l'intérêt. Et ils n'ont pas été éduqués sur, ouais, le digital, c'est le truc de maintenant. À l'époque, il y a 5 ans, on disait, ah, c'est l'avenir et tout, mais là, c'est presque même un peu dépassé, tu vois. Mhm. On est, t'as des marques comme, ouais, Lamborghini, ou enfin, des marques, ouais, Koenigsegg, qui se développent énormément sur les réseaux et qui n'ont pas besoin d'être convaincu que le digital, c'est très puissant, tu vois. Mhm. Donc, les marques comme ça, elles s'en profitent. Et elles te disent, voilà, on t'a déjà ramené une voiture, c'est déjà très bien. Mhm. C'est cool, mais tu vas pas payer tes factures avec ça. Mhm. Et tu vois, les petits fours, bah c'est bien, mais tu vis pas avec les petits fours. Ouais, ça serait bien, mais ouais, tu Voilà. peux pas. Ouais. Et les gens, moi là, j'ai beaucoup de gens sur TikTok, plutôt sur TikTok, parce que sur Instagram, les gens qui me suivent, c'est plutôt un peu plus âgé, tu vois, que sur TikTok. Sur TikTok, les gens, ils ont tous envie de faire pareil, tu vois, d'être Instagrammeur, TikToker ou faire des vidéos. Et à chaque fois, ils disent, mais c'est quoi ton métier? Et bah, ton métier, c'est faire des vidéos, tu vois, c'est Mhm. présenter des choses, des événements, des trucs comme ça. Mais pour eux, ça paraît lunaire parce que on leur a toujours dit c'est gratuit. Mhm. Et en fait, ils n'ont pas l'impression que ce qu'ils font, tu vois, des edits, du montage, c'est un travail. Et bah, ce travail, normalement, si tu veux que ça devienne un métier et que tu en vives, il va falloir que tu sois rémunéré. Ouais. C'est ouf parce que là, j'en parlais à un directeur communication d'une marque automobile qui se reconnaîtra s'il regarde ce podcast. Je vais rien dire de méchant, donc je peux le dire. Non, non, bien sûr. Mais en gros, je lui expliquais par A plus B, mais vraiment avec des chiffres, que quand tu demandes à un créateur de contenu de venir travailler, faire une vidéo sur un de tes événements, Ouais, aussi prestigieux soit-il, ouais, en fait, tu lui demandes de perdre de l'argent. ouais, Parce que là, c'était dans le cas d'un youtubeur. Mais en gros, je lui dis, mais en fait, il fait une vidéo lambda dans son studio. Il a fait sponsor par Rhino Shield, NordVPN, Igral ou quoi aux caisses. Il va prendre, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 20 25 000 euros. Si c'est un gros, tu vois, qui fait ouais, plus d'1 million de vues. Sauf qu'il va venir chez toi, ok, l'événement est super. Il va investir 10 000 euros pour faire la vidéo. Et au final, tu l'as fait payer, quoi. Ce truc-là, il aurait pu le faire tout seul dans son coin, aller c'est faire un ça. tour de circuit à Manicourt, quoi. Donc, et ça, ils ont vraiment du mal à le comprendre en général. Il faut leur expliquer, il faut leur redire à chaque fois. Et pourtant, c'est des marques qui lâchent à côté des budgets colossaux dans les médias plus traditionnels, quoi. Presse Bien sûr. papier, télé, etc. 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, oh, pas de souci. Ouais, Influence, 10 000 euros. Là, il y a tout de suite de la défiance. Mais ouais. attends, pourquoi, etc. On n'a pas de budget. Mm. Mais si, mais pas Mm. dans ça. Ouais, pas dans ça. C'est vrai Et que la pub télé, bon, c'est très rassurant, etc. ouais. Mais c'est vrai que l'influence, là. Et c'est moins quantifiable aussi, tu vois. Mm. Quand tu as une audience qui est plutôt engagée, hein, parce que forcément ça varie selon les créateurs de contenu, mais quand tu as une audience qui est plus engagée, forcément tu vas pouvoir un peu voir le profil de la cible que tu souhaites toucher. Et puis derrière, si t'as une stratégie qui est assez bon, bien établie, tu peux même les retarget avec du paid derrière. Et en fait, c'est carrément bénéf parce que au lieu de les toucher une fois, tu vas les toucher 5 6 7 8 fois Mm. jusqu'à ce qu'ils achètent. Mm. Alors qu'à la télé, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, et pour moins cher, tu vois, sur les réseaux, c'est quand même moins cher qu'à la télé. Mais non, après, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir doser. Est-ce que je dois le faire gratuitement? Est-ce que je dois pas le faire gratuitement? Est-ce que je le fais pas tout simplement? Mm. Moi, il y a pas mal d'événements. Au début, je disais oui. Euh,
Mais aujourd'hui, avec du recul, tu te dis bah non en fait, parce que t'es pas rentable. Tu vois, Mm. derrière, il faut monter, il faut tourner, enfin, il y a des personnes qui se déplacent pour filmer. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des trucs que tu dois investir. Bien sûr. Donc, Mm. Et tes gros sponsors ou tes gros partenaires à l'année, c'est enfin, c'est quoi les marques un peu qui te font vivre, entre guillemets? mes marques, alors moi, je crée du contenu plus en production. Mhm. Donc après, c'est des clients, tu vois. Mais sinon, en marque, on peut dire, ouais, Vredestein, donc c'est une marque de pneus. Je fais les Millémia, enfin, je fais des événements assez vraiment ouf parce que pour le coup, les Millémia, c'est la course qui a lancé Ferrari Ouais. à l'époque. Donc, c'est assez mythique. C'est un peu l'île de Man en voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Enfin, là, c'est en Italie. Oui. Et ouais, en fait, à l'époque, ils se battaient pour gagner les Millémia parce que c'était une course sur route ouverte Mm. où tu traversais une grande partie du nord de l'Italie pour gagner, en fait. Ils Et n'avaient pas fait une voiture exprès pour cette course? si, c'est ça, ouais. Bah, Ok, MM, ok, tu ok. vois, Ouais, tu vois, la première je suis de loin. 125 Ouais. MM. Mhm. Voilà. Et non, sinon, non, mes partenaires, c'est Vredestein. Après, t'as toutes les marques, tous les constructeurs. Euh, t'as, ouais, après, ça varie tout le temps, hein. C'est beaucoup de one-shot. Mais sinon, ouais, non, c'est des marques constructeurs. Ouais, c'est vraiment eux qui viennent te voir sur un besoin ciblé. Ouais, bah par exemple, on a un reveal d'une nouvelle voiture. euh, on aimerait mettre en avant telle ou telle expérience. On aimerait mettre en avant tel événement. Euh, Avec Goodwood aussi, on fait beaucoup de choses. Avec euh, pas la Villa d'Este, c'est à côté, c'est le Palazzo di Varignana. C'est un concours d'élégance aussi. Ok. C'est des très très beaux Mm. concours d'élégance, assez niche, tu vois, où tu vas trouver des voitures très rares. Cette année, il y avait, ça c'est fou, là tu vois, on parlait de Millémia. Oui. Cette année, il y avait, donc Enzo Ferrari, avant il avait la Scuderia Ferrari chez Alfa Romeo. Et en parallèle, comme il ne pouvait pas avoir son nom Scuderia Ferrari, il a créé Auto Avio Costruzioni, qui est la première Ferrari, mais elle n'a pas le nom Ferrari. Il en a construit deux. Il y en a une qui est détruite et il y en a une qui est encore là, tu vois. Et au Palazzo di Varignana, eh ben, elle était là. Et du coup, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, tu as cette voiture avec deux moteurs Fiat 4 cylindres assemblés qui était là, posée en plein milieu d'un jardin. Mm. Et à côté d'elle, tu avais une Miura qui était poncée comme jamais, tu vois. Et en gros, elle était multicolore. Elle était Mm. verte, rouge, jaune, bleue, tout ça. Et le propriétaire, je lui demande pourquoi elle est comme ça. Et il me dit bah en fait, je t'explique l'histoire. C'est un jour, j'ai un crash, enfin j'ai un petit accrochage, tu vois. Petit accrochage, et il refait l'aile. Il se dit bon, bah on va repeindre, tu vois. Donc il prend un papier pont, enfin un papier de verre, il enlève tout machin. Et là, il voit une autre couche de couleur. Il refait encore, il voit encore une autre couche de couleur. Il refait encore, il voit encore une autre couche de couleur. Je crois qu'il y avait 12 couches de couleur en Ok. dessous. Elle avait déjà été repeinte Et plein de fois, ouais, quoi. et il se dit, mais pourquoi, tu vois? C'est une Miura, c'est quand même. Enfin, tu repeins pas 12 couches sur une Miura, tu vois. Et en fait, il s'avère que c'est sûrement le prototype de la Miura qui a été présenté à différents salons de l'auto. Mm. Et elle a été repeinte dans plein de couleurs différentes. Et il s'en est aperçu comme ça, tu vois. C'est un délire, il y a une Ouais, caisse d'histoire en fait dans les mains, ouais, c'est ça. encore plus que ce qu'il pensait. Ouais, exactement. Mm. Et du coup, bah, tu vois, c'est des événements un peu niche comme ça où quand tu y vas, bah, tu vois des trucs que tu ne vois que dans les musées, dans les livres, ou bah, tu peux les voir en vrai. Si tu te déplaces jusque Mm. là-bas, tu vois, tu peux les Mm. voir et encore une fois, voir le propriétaire, discuter avec et tout. Ouais, donc c'est très émotionnel, quoi. Tu vois la voiture, tu vois la personne qui l'a conduit. Ouais, voilà, c'est des trucs un peu petits. Par exemple, il y a la Villa d'Este qui est sympa. Il y a Pebble Beach qui est vraiment incroyable pour le coup. Mm. Euh, voilà, c'est beaucoup d'événements de niche, mais qui font rêver les passionnés et qui sont largement diffusés sur les réseaux sociaux, tu vois. En parlant d'événements, quand on a pris contact ensemble il y a quelques temps, enfin quelques années, même maintenant, Ouais, 2022 la première bah, il y fois a 2 ans, et ouais. et là il y a quelques mois la dernière fois, Ouais, c'était pour Retromobile, du coup, qui est un de nos clients depuis 3 ans maintenant, qu'on ouais. accompagne sur la stratégie de marketing d'influence. Est-ce que tu veux bien parler de ton expérience à Retromobile, ce que tu fais là-bas en tant que créateur de contenu Ouais, bien sûr. et ce que ça t'a apporté en termes de contenu, ce que ça t'a apporté peut-être en termes de réseau sur place Ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Bah, il y a 2 ans, j'ai commencé. Enfin, j'ai pas commencé mon compte parce que j'avais déjà pas mal de contenu et d'abonnés. Mais ce qui est génial, en fait, c'est que Retromobile, ça draine un réseau énorme. On va dire que tu as tous les plus gros acteurs de l'automobile de prestige et de collection en Europe, voire même
à l'international pour certains stands, et principalement anglais, et hollandais et allemand. Mhm. Et non, en fait, ce qui est génial, c'est que pour le contenu, c'est top parce que tu peux voir des voitures que t'as jamais vues et que tu verras très rarement. Tu vois, là, cette année, il y avait la Celica GTR, il y avait une Zonda R, il y avait la Pagani Zonda arrivée non, euh, la Cinque tricolore. Voilà, donc il y en a que, ouais, il y en a que trois. Pagani Zonda tricolore, pardon, il y en a que trois. Et ça, c'est des voitures que tu verras jamais. Tu vois, même dans des musées, dans des trucs comme ça. Et en termes de réseau, bah, c'était génial parce que moi, j'ai pu voir pour la première fois Pagani pour faire une collaboration sur un autre événement qui était The Ice. Donc, ouais, c'est bien parce que ça permet de discuter avec les marques, de rencontrer les gens, de voir les modèles que tu penses ne jamais voir. Et en termes de contenu, bah, c'est bien parce qu'il y a tellement de voitures qu'en fait, tu n'as même pas la possibilité de tout filmer, Mhm. tellement c'est énorme. Donc, ouais, non, Rétromobile, pour moi, c'est un des meilleurs salons automobiles au monde. Et c'est quoi les accès un peu VIP que tu as eu en tant que créateur de contenu? En Ça te tant que- permet de faire quoi en fait d'avoir cet accès? Alors, en tant que créateur de contenu, déjà, tu as un accès anticipé, donc c'est-à-dire que tu peux aller un peu avant l'ouverture, donc tu peux voir les voitures sans qu'il y ait trop de gens autour. Donc ça, c'est vachement bien parce que si tu dois faire un focus sur un modèle, bah du coup, tu es assez libre de faire ce que tu veux et ça va assez vite parce que du coup, tu dois pas attendre que la voiture soit toute seule. Après, bon, il y avait une soirée au Peninsula où ils ont reveal une 250 LM qui était la voiture. Euh, C'était un concours avec le Peninsula. Donc c'est la voiture de l'année, le best of show, enfin le best of year. Best of the best, non? C'est Ouais, ça? best Ouais. of the best. Voilà, donc 250 LM, donc ça c'est très rare aussi. Et puis, oui, et puis aussi tu avais une visite le premier jour avec toute l'équipe de Rétromobile où tu pouvais avoir l'explication des stands, ce qu'ils avaient ramené, parce qu'il y a des choses qui sont tellement niches et tellement rares que tu ne connais pas l'histoire. Donc quand c'est la personne qui t'explique, c'est quand même vachement plus cool. Et ouais, il y avait des pilotes, il y avait tout ça à voir. Donc tu faisais un petit tour, tu voyais Arcurial avec Mathieu Labour qui se présentait. Alors celle-là, elle va être vendue à je sais pas combien. Celle-là, là, il y a 275 GTB, c'est la meilleure de notre stand. Elle a telle ou telle histoire. Donc ouais, tu vois, tu rencontres les gens, c'est cool. Mm. Et puis, ouais, pour tout te dire, j'ai regardé les chiffres un peu avant de venir. Tu as fait un peu plus de 600 000 vues, il me semble, sur Ouais. tout Rétro-Wheel cette année. Ouais. Donc, ça a l'air d'intéresser ton audience, en tout cas. Oui, voilà, ouais, bah, C'est bien pile le sûr. cœur de cible. Mm. Bien sûr. Mais puis, ouais, mais en plus, ça tombait en plein dans la Saint-Valentin. Donc, Mm. tu vois, t'avais pas mal de concepts à faire. J'ai vu un cadeau Ouais, à pour moins de lui, à 25 moi. millions. Mais non, du coup, tu rencontres les gens sur les stands. Ça permet de planifier sur les prochains événements ou tout au long de l'année ce qu'ils souhaitent faire. Et ouais, il y a quand même pas mal d'engouement autour de ça parce que bah, c'est l'événement en Europe. C'est le plus grand salon de voitures anciennes au monde ou en Europe. Du coup, ouais, c'est très très intéressant. Mais de toute façon, j'imagine que tu y allais déjà en tant que visiteur. Ouais, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait du coup de passer de l'autre côté? Bah, ça fait que du coup, t'es encore plus tranquille. Non, ça fait que tu vois, Est-ce que tu savoures en disant tu prends ah, plus de temps à voir Mm, les choses en fait, mm, parce qu'en fait, le salon est tellement grand et il y a tellement de monde qu'en fait, tu peux pas tout faire en un jour. Donc, il faudrait revenir 2, 3 jours pour tout voir. Et puis, bah, du coup, tu prends le temps de voir les choses que tu as vraiment envie de voir. Parce que bon, moi, ça m'a toujours surpris, mais je me rappelle, il y a une année où il y avait 5 ou 6 Miura. Quand tu vois une Miura dans la rue, t'es comme un fou, tu dis, wow, quel truc de fou. Puis bah, quand tu l'as vu 5 fois, tu te rends même plus compte à quel point c'est rare. Donc quand tu as des accès comme ça, bah, en fait, tu peux vraiment profiter et pas suivre un parcours et dire, ah, encore une, encore une, mm, encore une. Tu vas voir celle qui mm. t'intéresse. Tu vois. Donc Rétromobile tient bien sa promesse de plus beau garage éphémère du monde, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Mm. Ouais, vraiment. Et puis tu as des choses. Ouais, c'est spectaculaire, hein. Moi, la CLK GTR, j'ai trouvé ça fou. La McLaren F1 qui était chez Kidston, c'est pareil. La Pagani Zonda, c'était pareil. Il y avait une Koenigsegg CCX R. Ça, c'est des voitures qui me font rêver. Et puis après, bah, les stands, t'avais Girardeau, etc. C'est des mecs qui ramènent des stands
c'est lunaire, quoi. Tu vois, Mm. t'as des voitures de course. Il y avait une 296 euh, ouais, de course, quoi. C'est fou. Mm. Ouais, c'est vrai qu'à chaque recoin, Ouais. même quand t'es pas un fin connaisseur, tu te rends bien compte que tu es devant des pièces uniques, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est exactement ça. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Donc ça, c'est cool. Donc, tu vois, soit tu restes dans le côté prestige. Après, t'as un hall complet avec des motos, des Arcurial. Donc, si tu veux voir des voitures à vendre et que tu as envie de te projeter au volant je sais pas, d'une Renault 5, un truc comme ça, bah, tu peux aller là-bas. Mm. Et si tu as encore plus envie de voir des choses et que tu mets les mains dans la mécanique, bah, tu as des stands où bah, tu peux acheter des pièces, tu peux acheter des souvenirs, tu peux acheter des voitures même. Il y avait des voitures d'occasion à vendre. Et pour tous les porte-monnaies, donc ça c'est vraiment cool. Chez Fojo, on a un autre client qui est très important, c'est Volkswagen Utilitaire. Ouais, Et on t'avait activé sur le Paris Motor Show, ouais, bien sûr. donc sur un format qui est complètement différent, sur le takeover. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de Bah, cette expérience? ouais, bien sûr. Bah, alors déjà, pour moi, c'était un challenge parce que j'avais jamais fait d'utilitaire, de vidéo d'utilitaire, mais c'était super plaisant parce que sur un utilitaire, il y a plein de choses en mouvement. Et moi, j'adore le côté dynamique, j'aime bien le côté ouais, vivant, et du coup, c'était assez cool de voir que tu pouvais ouvrir 5 portes, le toit, enfin, les sièges qui se retournent et tout, ça, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, moi, ce que j'avais fait, je m'étais occupé du compte de Volkswagen Utilitaire, plus j'avais fait les stories et les contenus qui étaient validés par la marque et par Fojo. Euh, et du coup, non, c'était super intéressant. Et pareil, d'un point de vue challenge, moi qui fais beaucoup de supercars, bah, en fait, j'ai adoré parce que bah, tu as ce côté dynamique qui correspond super bien au contenu, quoi, aux réseaux sociaux. Donc ça t'a pas dérangé, entre guillemets, de faire d'autres types de véhicules, quoi. Pas du tout. Mm. Pas du tout, bien au contraire. Après, est-ce que j'aurais posté ça sur mon compte? Je pense pas parce qu'il y a un gros contraste. Mais par contre, pour faire, en termes de savoir-faire, de faire des vidéos, là pour le coup, c'est vachement intéressant. Bah, parce que du coup, tu as ce côté dynamique, tu as ce côté. Le stand était très beau aussi. Donc c'est vachement agréable. Tu vois, tu arrives sur un truc où tu as l'ID Buzz, tu avais le camper qui était très très bien parce que tu pouvais ouvrir C'est californien, non, quoi, ouais, c'est ouais. ça. Donc tu pouvais ouvrir la tente. Tu pouvais ouais, checker la douche, des trucs comme ça. Ça t'a donné envie de van life, quoi. Tu t'es Ouais, découvert vraiment, une ouais, âme tu de te van dis, ah, lifer. j'aimerais bien partir là. Mais non, je trouve qu'il y a un gros. Enfin, j'ai adoré faire ça, ouais. Là, les projets à venir pour le drivist, c'est quoi, du coup? Alors, les projets, ben là, déjà, je vais travailler avec Lamborghini et les marques associées. Donc, par exemple, tu as un resto mode d'une Diablo qui s'appelle Excentrica. Ok. Donc voilà, ça va être des projets encore plus passion. Euh, Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est développer aussi la partie production. Donc faire du contenu pour les marques. Parce que aussi, c'est bien parce que ça permet d'avoir un revenu récurrent. Parce que tu vois, quand tu fais beaucoup de one-shot, c'est ça aussi le problème d'être créateur de contenu, c'est que t'es dans l'incertitude. Tu sais pas si dans 3 mois, ça va continuer. Donc, il faut aussi avoir une vision à long terme. Donc, sur ça. Par contre, non, continuer à voyager, c'est peut-être le plus gros investissement de mon compte parce que bah, il faut voyager, il faut partir en Californie. Là, je suis parti à Miami, je suis parti à Saint-Moritz, je fais pas mal de choses. Donc, il faut être accroché, surtout quand tu viens pas d'un milieu où tu vois, t'es fortuné. Mais du coup, il faut travailler. Et donc voilà, continuer à voyager, plus de projets passion encore et développer la partie production. Bah, écoute, on te souhaite tout ça. Ouais, J'ai une toute dernière question dis-moi. avant de te laisser partir. S'il y a un autre créateur de contenu que tu connais et que tu peux nous présenter, Ouais. qui devrait passer dans leur champ parce qu'il est très intéressant et pertinent, ce serait qui? Euh, alors, il y en a un qui est très intéressant, mais il ne montre pas son visage. C'est un Allemand, il s'appelle Mister Benz. Sinon, je dirais Seb de l'année parce que on est sur le même créneau. Et puis moi, je regardais beaucoup son contenu à l'époque. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est sur Internet, lui. Bah ouais, Ouais.
tu vois. Et ouais, non, je pense que celle de l'année, ça peut être intéressant. C'est très drôle parce que je crois que j'ai son numéro, parce que je lui avais parlé pour Ah je sais ouais? plus quel projet, donc Bah, je tu vois, lui bah enverrai un voilà. message de ta part du coup. Bah voilà. Bah, merci beaucoup Victor. Bah merci à toi. Si tu te demandes qui on est chez Fojo, on est une agence de conseil en marketing d'influence. Notre métier, c'est de travailler avec les marques et leurs agences pour leur conseiller les meilleurs créateurs de contenu et les meilleures stratégies pour performer sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description et en commentaire épinglé. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et à bientôt.